Bonjour et bienvenue dans Parlement Hebdo, l'émission qui revient sur les temps forts de l'actualité à l'Assemblée nationale et au Sénat et que j'ai le plaisir de présenter avec Brigitte Boucher. Bonjour Brigitte. Bonjour Tam. Et notre invité cette semaine pour reparcourir toute l'actualité est Laurent Saint-Martin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche, rapporteur général du budget et c'est Brigitte qui brosse votre portrait. Laurent Saint-Martin, bonjour. Vous êtes né le 22 juin 1985 à Toulouse, député La République En Marche du Val-de-Marne, rapporteur général de la Commission des Finances depuis 2019. À seulement 35 ans, vous êtes le plus jeune à ce poste depuis le début de la Ve République, un record. Vous avez été élu en 2019, ce sera donc votre premier budget à l'automne 2020, mais crise oblige, vous avez déjà eu 3 projets de loi de finances rectificatives, presque un record là aussi. Alors en bon Toulousain, vous êtes fan de ballon ovale jusqu'à pousser le vice à devenir capitaine du 15 de France parlementaire. Cette aventure vous mènera ainsi vos collègues députés jusqu'à la finale de la Coupe du Monde de rugby au Japon. Alors pour filer la métaphore rugbyistique, est-ce que vous diriez qu'en rugby comme en politique, il faut un pack solide pour avancer et est-ce que vous n'avez pas l'impression de vous effondrer un peu au milieu de la mêlée? C'est une image que j'utilise beaucoup dans nos réunions de groupe, effectivement celle de la mêlée. Et de savoir, peu importe qui porte le ballon dans un mall, en rugby, peu importe qui porte le ballon, ce qui compte c'est d'avancer en cocotte, comme on dit dans ce sport. Et ce qui compte c'est d'avancer. Et ça manque ça aujourd'hui. Et ce qui compte c'est d'aller derrière la ligne. Et le ballon en fait il passe de main en main et on se fiche un peu de qui l'a, parce qu'à la fin c'est une victoire collective. Et c'est effectivement une image que j'utilise régulièrement quand parfois malheureusement en politique les tendances individualistes, mais ce n'est ni nouveau et ça existera après nous, viennent parfois à dépasser un petit peu l'esprit collectif. C'est une tendance contre laquelle il faut lutter et moi, au sein du groupe, en général, j'y porte une certaine attention. Oui. Eh bien, Laurent Saint-Martin, on va voir avec vous les temps forts de cette semaine. Le 3e projet de loi de finances rectificative adopté en commission, il rallonge les aides de 45 milliards d'euros pour aider entre autres les secteurs du tourisme, de l'automobile ou de l'aéronautique. Pas d'accord entre députés et sénateurs sur le texte organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Les sénateurs jugent le projet de loi attentatoire aux libertés. Le gouvernement défend des restrictions proportionnées. Des bracelets électroniques pour des détenus terroristes à leur sortie de prison, une mesure de sûreté votée cette semaine à l'Assemblée. Alors c'était l'événement cette semaine à l'Assemblée. La commission d'enquête chargée d'évaluer l'impact, la gestion et les conséquences de l'épidémie Covid-19 a auditionné le professeur Didier Raoult. L'infectiologue à l'IHU de Marseille, fervent défenseur de l'hydroxychloroquine, a été entendu pendant 3 heures. Au cours de son audition, il a livré un réquisitoire contre le système français. On l'écoute. Je ne suis pas d'accord avec la décision qui a été prise de ne pas généraliser les tests. Et c'est moi qui ai expliqué, au président pour la première fois, et qui lui ai redit, vous savez, la PCR, c'est très simple et tout le monde peut la faire. Et donc, pendant tout ce temps, on n'a pas dit la vérité. J'en ai à en dire. Laurent Saint-Martin, quand on entend le professeur Didier Raoult, est-ce qu'on peut se dire qu'on peut avoir un doute sur les failles de l'État dans cette gestion de l'épidémie? Vous présentez le docteur Raoult qui est une des personnes auditionnées par cette mission d'information à laquelle on a doté des pouvoirs d'enquête. Il y avait aussi Karine Lacombe hier, par exemple. Il y avait beaucoup moins de monde pour Karine Lacombe que pour Didier Raoult. Mais preuve en est, vous couvrez vous-même dans votre reportage la seule audition de Didier Raoult. Vous savez, Didier Raoult est un scientifique pertinent, très reconnu dans son domaine, et la commission d'enquête ne l'a auditionné que là-dessus. Oui. Le reste, le personnage médiatique, je le suis comme vous, je suis un citoyen comme vous, il en fascine certains, il en fatigue d'autres, je ne me prononcerai pas là-dessus. La seule chose qui m'intéresse, comme membre de la mission d'information, même si je vais devoir passer la main pour des raisons d'agenda évidemment à certains de mes collègues, la seule chose qui m'importe, c'est ce que M. Raoult a à dire de la gestion de la crise, a à dire de sa propre interprétation de la maladie et de ce qu'il a proposé pour la soigner. Ça, c'est intéressant. Le reste, savoir quelles sont les passes d'armes entre M. Raoult et la présidente de la mission, quel est le ton employé par tel ou tel collègue par rapport à Didier Raoult, ne m'intéresse absolument pas. Je veux qu'on reste sur le fond. Laurent Saint-Martin, est-ce que c'est compliqué pour des parlementaires qui ne sont pas des scientifiques, qui ne sont pas spécialistes, de juger ce qu'il dit? À quoi ça sert ce type d'audition? Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir plus de débats contradictoires, mettre peut-être des scientifiques les uns face aux autres et face aux parlementaires? C'est ce que prévoit éventuellement de faire la commission d'enquête du Sénat. Ça peut être une option, mais quand vous faites un débat contradictoire, il ne vous est pas plus facile de juger qui a raison. Mais vous touchez un point très important. Le parlementaire n'est pas nécessairement médecin. Il y en a, mais il y en a comme moi qui ne le sont pas. Et donc, nous devons, nous, avoir notre devoir d'acteur public, de décideur, de législateur pour comprendre, effectivement, à la lumière des auditions, ce qui nous paraît pertinent, quels enseignements on peut en tirer. Mais
C'est compliqué. Qu'est-ce qui compte dans une commission d'enquête comme celle-là? C'est de faire mieux la prochaine fois, c'est d'essayer de tirer des enseignements. C'est pas de savoir qui est responsable, qui a plus ou moins bien fait. Ce qui compte, c'est est-ce que collectivement, dans un esprit d'union nationale, s'il y a une deuxième vague, eh ben, on peut effectivement éviter un reconfinement généralisé et préparer différemment cette étape cruciale. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un nouveau virus dans quelques années? Comment est-ce qu'on se prépare différemment? Donc il faut bien écouter le réquisitoire qu'a livré aussi Didier Raoult. Mais ce n'est pas un réquisitoire. Didier Raoult a répondu à des questions de députés. Ce n'est pas un réquisitoire. Madame Lacombe a fait de même le lendemain. La gestion de l'État, et on sait qu'Emmanuel Macron lui a donné du crédit quand même en allant à Marseille. Il a aussi... Vous prenez comme parti pris, je suis désolé. Si vous écoutez l'ensemble de l'audition de M. Raoult, il y a plusieurs moments où il salue aussi des bonnes décisions qui ont été prises. Le sujet, c'est d'avoir un point de vue par un personnage important au moment de la crise, qui est un médecin qui a fait des choix avec son institut dans son hôpital. On essaie de comprendre ses choix, qu'est-ce qui a été utile à travers ses choix, qu'est-ce qui a peut-être été aussi problématique à travers ses choix. Et effectivement, nous ne ressortirons pas médecins de cette commission d'enquête. Nous sommes là pour entendre, pour comprendre, et comment est-ce qu'en termes d'action publique, parce que c'est ça notre compétence, comment est-ce qu'en termes de législation, nous pouvons éventuellement faire changer les choses pour que demain, nous soyons mieux préparés à ce type de crise. Allez, l'actualité, c'est aussi le 3e budget rectificatif depuis le début de la crise sanitaire. Et de 3, le 3e projet de loi de finances rectificative a été adopté en commission à l'Assemblée cette semaine. Il a pour but de renforcer les dispositifs déjà en place pour faire face à la crise et d'aider plusieurs secteurs en difficulté. Il donne aussi un petit coup de pouce à la consommation en étendant la prime Macron. Stéphanie Despierres. C'est le 3e budget rectificatif pour faire face à la crise sanitaire devenue une crise économique. L'État débloque 45 milliards d'euros supplémentaires pour les secteurs les plus fragilisés, comme le tourisme, l'aéronautique, l'automobile ou encore la presse. Je rappelle que l'ensemble des sommes qui sont consacrées à cette réponse à la crise économique représentent, avec ce PLFR 3, 460 milliards d'euros. C'est 20% de la richesse nationale française. C'est l'équivalent du produit national brut de l'Autriche. C'est donc une réponse massive et, je le redis, efficace qui a été apportée à cette crise. En commission, les députés ont renforcé les dispositions de soutien aux entreprises et prolongé la prime Macron pour les salariés jusqu'au 31 décembre. Ils ont aussi débloqué 425 millions d'euros pour les transports en Île-de-France, insuffisant pour la droite qui gère la région. L'État a laissé pendant 4 mois participer la région à l'effort national, notamment en assurant la continuité du service public et des transports en commun, c'est-à-dire payer à 100% les opérateurs, la SNCF, la RATP, pour un service qui n'a pas dépassé 30%. Et aujourd'hui, et les discussions préalables l'ont montré, l'État, le gouvernement, vous-même, monsieur le rapporteur, personne n'est en mesure de s'engager sur une compensation intégrale. Il devrait y avoir un 4e budget rectificatif en septembre, car les chiffres sont vertigineux. Le PIB est en recul de 11%. Le déficit public passe la barre des 220 milliards d'euros. Laurent Saint-Martin, ce budget sera-t-il suffisant ou faudra-t-il effectivement un 4e budget rectificatif au mois de septembre? Nous le verrons bien, les véhicules législatifs, c'est pas le plus important de savoir s'il y en a 3 ou 4. Ce qui compte, c'est ce que vous avez dit. Est-ce que nous mettons assez et surtout nous mettons au bon endroit pour que nos entreprises maintenant puissent rebondir? Ça fait 4 mois que nous sommes au cœur d'une crise majeure, peut-être la plus importante que notre histoire moderne ait connue d'un point de vue économique. Pourquoi? Parce que nous avons arrêté volontairement par le confinement à la fois l'offre, c'est-à-dire que les entreprises puissent produire, et à la fois la demande, en demandant aux gens de rester chez eux. Pour redémarrer tout ça, il faut beaucoup de puissance publique, il faut beaucoup d'aide, il faut beaucoup d'accompagnement, et donc il faut beaucoup d'efforts budgétaires. Vous avez l'impression que la reprise est là ? Bruno Le Maire l'a bien expliqué, 20% de la richesse nationale consacrée au sauvetage de notre économie et à sa reprise, c'est colossal. Cet argent, on y reviendra, c'est pas de l'argent magique. Cet argent, nous l'empruntons, nous nous endettons pour pouvoir redémarrer notre économie. Mais ce que nous disons, c'est que nous avons fait le choix de l'endettement pour que notre économie reste vivante. Nous avons fait le choix de l'endettement pour qu'elle puisse repartir et surtout nous avons fait le choix de l'endettement pour sauver un maximum d'emplois. C'est ça qui compte, ça sera notre seule boussole. Il faudra peut-être un 4e budget. Mais s'il faut un PLFR 4 pour sauver plus d'emplois, je n'ai aucun problème à rapporter un nouveau projet de loi rectificatif. Votre homologue au Sénat, Albéric de Montgolfier, juge que ce texte ne contient pas de vraies mesures de relance. Il trouve que cela ne va pas assez vite. Il veut des mesures pour donner plus de trésorerie aux entreprises, stimuler l'investissement des collectivités, débloquer l'épargne accumulée. Pourquoi ce n'est pas déjà présent dans ce texte ?
Ça l'est, présent dans ce texte, et Albéric de Montgolfier le sait pertinemment. 45 milliards d'euros supplémentaires sont mis sur la table à travers ce texte, dans une mesure inédite, qui n'a jamais été faite dans l'histoire de la République. L'exonération de charges sociales pour toutes les entreprises qui ont été touchées de plein fouet par la crise. C'est-à-dire les secteurs que vous avez bien présentés dans votre reportage, hôtellerie, café, restaurants, mais aussi tous ces secteurs dépendants de ces mêmes restaurants et hôtels. Vous savez, on a trop tendance en France parfois à se dire on a fermé des restaurants, donc on va les aider eux. Oui, mais vous savez, ce matin à 6h, moi j'étais à Rungis. J'allais voir les grossistes. Mais les grossistes, ils ne vendent pas au restaurant. Ils n'ont pas de chiffre d'affaires. S'ils n'ont pas de chiffre d'affaires, ils ne peuvent pas payer leurs salariés. Donc eux aussi, il faut les aider. Et cette chaîne de valeur économique, c'est ce que nous faisons quand, dans le PLFR 3, nous exonérons de charges sociales à hauteur de plusieurs milliards d'euros, ce qui n'a jamais été fait. Mais on n'a pas une économie sous perfusion, et ce qui constitutionnellement... Une économie sous perfusion. Je vais y venir, mais d'abord... rappeler quand même le caractère inédit, puisqu'on est dans une émission qui s'appelle Parlement Hebdo, dire que constitutionnellement, c'est la première fois que nous opérons une exonération de charges et jamais le Parlement ne s'est prononcé sur une telle mesure. Alors, maintenant, effectivement... je ne sais pas quelle était votre question précise là-dessus. Économie sous perfusion, finalement, mais vous allez aider, que ce soit en termes de milliards mis sur la table, mais aussi de chômage partiel, et cela pendant 2 ans. La perfusion est nécessaire à partir du moment où vous empêchez la production d'être produite. C'est ce qui s'est passé pendant ces semaines de confinement. Maintenant, justement, l'enjeu, c'est de retirer l'action de l'État au fur et à mesure que l'activité reprend. Mais attention, si vous retirez trop vite cette perfusion dont vous parlez, vous risquez de faire tomber un paquet d'entreprises et des emplois à la clé. Donc il faut le faire avec prudence. Moi, je ne suis pas d'accord avec Albéric de Montgolfier quand il dit que nous sommes déjà dans la relance. Nous sommes à un carrefour. Toujours en soutien, attention, toujours en soutien avant la relance. Et la relance, ça viendra au courant de l'été en fonction des besoins de chaque secteur. Un mot sur les transports publics en Ile-de-France. On a entendu dans le sujet Robin Reda sur le fait que Valérie Pécresse réclame 2,6 milliards d'euros d'aide pour Ile-de-France Mobilité. Elle dit sinon, c'est la cessation de paiement pour le 8 juillet, c'est la fin des transports en Ile-de-France. Et le gouvernement, l'exécutif, le refuse. Pourquoi ? Alors, sur Ile-de-France Mobilité, j'ai tenu personnellement à porter ce dossier dès la commission des finances cette semaine. Pourquoi ? Parce que Île-de-France Mobilité se retrouve avec un trou dans ses recettes important, qui est celui du versement mobilité. Le versement mobilité, c'est une taxe que payent les entreprises à Île-de-France Mobilité, qui est ce qui s'appelle une autorité organisatrice de mobilité. J'ai dit au gouvernement, il n'est pas possible qu'Île-de-France Mobilité se retrouve amputée de cette recette-là, et il faut la compenser au même titre que les autres autorités organisatrices de mobilité. Vous proposez 430 millions d'euros, elle demande 2,6 milliards. C'est parce que nous avons proposé avec mes collègues de la majorité d'Île-de-France cet amendement qu'Île-de-France Mobilité va pouvoir être compensée. Il faut quand même le dire d'abord. C'est parce qu'il y a une volonté des députés de la majorité francilienne de sauver Île-de-France Mobilité et de lui permettre de faire face à ses engagements avec 425 millions vis-à-vis de ses opérateurs financiers. Vous savez, moi je ne rentre pas dans une guerre de chiffres. Ça ne m'intéresse pas de jouer un petit peu au poker menteur, de savoir si je suis trop bas ou si Valérie Pécresse est trop haut. Ça ne m'intéresse pas. Nous avons fait des simulations sur la perte du versement mobilité. Ce sont des simulations fiscales. Nous avons l'administration avec le ministre des Comptes publics pour savoir effectivement quelles sont les possibilités de perte de versement mobilité. Ce qui compte et ce qu'il faut dire, ce sont 2 messages. 1, les usagers ne paieront pas par la hausse du pass Navigo cette baisse de versement mobilité. Voilà. Donc nous compenserons systématiquement la baisse du versement mobilité. Et si cette perte finale en fin d'année venait à être supérieure à ce que nous avons estimé, nous compenserons. Nous l'avons toujours dit comme cela. Le versement mobilité final perdu par Île-de-France Mobilité sera payé par l'État. Et je trouve politiquement un peu baroque de venir reprocher, parce que Valérie Pécresse serait de l'opposition, à des députés de la majorité, un amendement qui est le seul capable de sauver Île-de-France Mobilité. C'est politique. Il y a un moment, l'Union nationale, ça veut dire quelque chose. Qui fait de la politique ? Valérie Pécresse ou vous ? J'ai proposé de sauver Île-de-France Mobilité. Il ne me semble pas faire de la politique dans ces moments-là. Il me semble parler aux usagers pour dire que ce n'est pas à eux de payer la note. Allez, on continue l'émission avec le désaccord qui reste entre députés et sénateurs sur la fin de l'état d'urgence sanitaire. La commission mixte paritaire n'a pas abouti. Le projet de loi qui organise la sortie de l'état d'urgence sanitaire et prévoit une période d'entre-deux pendant 4 mois est trop restrictive de liberté, selon les sénateurs. Cécile Sixou. Il a le goût et la couleur de l'état d'urgence, mais n'en porte pas le nom.
C'est le principal reproche adressé par les sénateurs de tous bords au projet de loi de sortie de l'état d'urgence lors de son examen en séance. Vous créez quelque chose de neuf. On connaissait le droit commun, on connaissait l'état d'urgence et vous créez une sorte de pseudo-état d'urgence à géométrie variable et à durée aléatoire. Un texte de sortie de l'état d'urgence sanitaire qui reproduit les mesures les plus importantes de l'état d'urgence sanitaire est un texte de prorogation de l'état d'urgence sanitaire. De son côté, Olivier Véran défend un texte qui donne au gouvernement les moyens d'agir en cas de retour de l'épidémie. Personne ne peut dire, mesdames et messieurs les sénateurs, que le virus a disparu de notre pays. Personne ne peut donc considérer qu'il faille aujourd'hui nous départir d'outils dont j'avais retenu les précédents débats qu'il vous paraissait, à vous-même qui avez rédigé ces amendements de suppression, indispensables dans la lutte contre la diffusion du virus. Limitation des déplacements, réglementation des moyens de transport, restriction des rassemblements. Pour les sénateurs, ces mesures sont disproportionnées par rapport à la situation sanitaire. La Haute Assemblée a donc voté lundi soir un texte revu et corrigé, moins restrictif de liberté. Jeudi matin, il devait se mettre d'accord avec les députés en commission mixte paritaire, mais elle s'est soldée par un échec. Nous ne pouvons accepter des restrictions excessives aux libertés, a tweeté Philippe Bas, le président de la commission des lois. Le projet sera donc de nouveau examiné par les députés mardi, puis jeudi au Sénat, avant une adoption définitive à l'Assemblée, qui a le dernier mot. Laurent Saint-Martin, la commission mixte paritaire a échoué à se mettre d'accord sur la fin de l'état d'urgence sanitaire, avec des mesures qui sont prolongées quand même jusqu'au 30 octobre. C'est par nature un état d'urgence sanitaire, une restriction des libertés. Est-ce qu'on peut ne pas trouver d'accord au Parlement sur un texte aussi important que celui-là ? Je ne comprends pas très bien la position des sénateurs là-dessus. Je juge que c'est trop restrictif de liberté, et notamment sur la question des manifestations. Ces mêmes sénateurs, notamment du groupe majoritaire au Sénat, considéraient que les mesures pendant l'état d'urgence étaient tout à fait adaptées à la crise. Il ne me semble pas, comme l'a très bien dit Olivier Véran, il ne me semble pas que la crise soit derrière nous. Mais alors pourquoi ne pas prolonger l'état d'urgence sanitaire, tout simplement ? Mon sentiment est que nous sommes totalement encore en vigilance permanente sur une reprise possible de l'épidémie, une reprise possible. Mais pourquoi c'est la loi de sortie de l'état d'urgence, du coup ? Parce que ce que propose le gouvernement, c'est justement de reconnaître que nous ne sommes plus confinés, que la circulation de virus n'est plus la même, mais qu'il nous faut conserver des outils nécessaires, justement, pour pouvoir au mieux préparer un retour de la pandémie et un retour d'une vague. C'est ça qui est proposé à travers ce texte. C'est plutôt, honnêtement, de bonne loi, et je suis sûr qu'au fond, les sénateurs le savent. Tout le monde comprend bien qu'on commence à faire rentrer un peu de dose politicienne au fur et à mesure, et que l'Union nationale se craquelle par endroits sur cette Chambre. Il n'y a pas une atteinte au droit de manifester dans ce texte ? Écoutez, avec le régime initialement d'autorisation préalable ? Ne donnons pas à ce texte des pouvoirs qu'il n'a pas. Ce texte, d'accord, vise à, parce que nous ne prolongeons pas l'état d'urgence, doter l'exécutif des outils strictement nécessaires à bien maîtriser la circulation du virus et à bien anticiper le retour d'une vague. Ni plus, ni moins. C'est un enjeu sanitaire. Il n'y a pas un sénateur de la majorité comme de l'opposition qui peut nier que l'enjeu de l'anticipation sanitaire est la priorité. Sinon, qu'est-ce qui va se passer ? Nous ne votons pas cette loi ? Très bien. La vague revient, l'exécutif n'est pas équipé. J'attends de voir la réaction de ces mêmes sénateurs si l'exécutif n'est pas doté des outils pour mieux prévenir les prochaines crises. Au cœur, en tout cas, des dissensions entre les députés et les sénateurs, la question des manifestations qui ont marqué l'actualité, notamment manifestations contre le racisme, contre les violences policières, mais aussi des policiers eux-mêmes qui se sentent lâchés par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui a été auditionné jeudi par le Sénat dans le cadre de la mission d'information sur les moyens d'action et les méthodes d'intervention des forces de l'ordre. On écoute le ministre de l'Intérieur. Ce que je veux dire, c'est que si, comme je l'ai annoncé, cette technique ne sera dorénavant plus enseignée dans les écoles de police, nous devons trouver les moyens techniques ou matériels de substitution pour que nos forces puissent intervenir. Et dès lors qu'elles ont été formées à cette technique, je ne souhaite pas leur dire « c'est fini » du jour au lendemain. Et donc j'ai mis un délai court pour qu'on propose des solutions de substitution et qu'on fasse une formation individuelle pour chacun de ces agents dans le contexte que nous connaissons. Ça vise à les protéger. Donc l'enseignement est interdit, mais la pratique est autorisée. Pendant 2 mois et demi, le temps de substituer, parce que personne n'envisage de désarmer la police.
L'enseignement interdit, la pratique autorisée. Est-ce qu'il y a contradiction pendant au moins cette période de 2 mois et demi qui va rester, où on pourra encore utiliser cette technique de la clé d'étranglement? Non, je crois qu'on est là encore dans de la mauvaise polémique. Tout le monde comprend bien qu'il y a une transition nécessaire, forcément, sur les usages au quotidien de la police et donc des possibilités qui leur sont données. Si c'est tout de suite, c'est la pratique mise en cause dans la mort du livreur Cédric Chouviat, l'étranglement. Écoutez, le ministre de l'Intérieur, là encore, je vais vous faire un peu une réponse similaire à tout à l'heure. Le ministre de l'Intérieur a pris des décisions courageuses, pas simples. La preuve, il est, pour certains d'entre eux, effectivement, dans des discussions compliquées, difficiles, avec certains syndicats de police sur ces sujets-là. On ne peut pas, d'un côté, reprocher au ministre de l'Intérieur de prendre des décisions difficiles, courageuses, parce que le métier de policier et de gendarme est difficile. Mais est-ce qu'il n'a pas parlé un peu vite quand même, parce qu'il supprime la clé d'étranglement alors qu'il n'y a pas de substitution? C'est bien ce qu'on entend. Si, il vient d'expliquer que si, mais qu'il y avait effectivement un délai de transition. Le temps qu'on trouve une substitution. Il n'y a pas de substitution aujourd'hui. Chacun comprendra qu'on ne change pas du jour au lendemain des méthodes et des pratiques d'interpellation. Rendez-vous compte du métier quotidien des policiers et des gendarmes. Ils ont besoin aussi d'être rassurés sur leur capacité d'interpeller. C'est normal. Si une méthode est vouée à disparaître, comme le propose le ministre de l'Intérieur, il faut effectivement qu'elle soit remplacée. Ce remplacement ne se fait pas un claquement de doigts, n'en déplaise à certains sénateurs ou madame la sénatrice, ça ne se fait pas comme ça. Donc, encore une fois, en temps de crise, dans la situation que nous vivons actuellement, je crois que ces mauvaises polémiques, en faisant semblant de ne pas comprendre comment fonctionne la vraie vie dans les administrations, le vrai quotidien des policiers et des gendarmes, ne me semblent pas adéquats. Le ministre de l'Intérieur a bien répondu, il a eu des positions courageuses, qui sont difficiles. Je ne connais pas beaucoup d'autres ministres de l'Intérieur, honnêtement, qui ont osé dire qu'il pouvait y avoir des difficultés liées à certaines prises, certaines possibilités d'interpellation par les policiers et gendarmes, et se retrouver effectivement dans des discussions complexes au sein du ministère de l'Intérieur. Moi, je le soutiens parce que je considère que son discours était courageux, il est difficile à faire, et ça, c'est un ministre qui comprend la réalité du terrain. Allez, Laurent Saint-Martin, on termine avec des mesures de sûreté votées par l'Assemblée et destinées aux ex-détenus radicalisés. Un terroriste en fin de peine pourra bientôt, avec son accord, porter un bracelet électronique à sa sortie de prison. Ce dispositif fait partie de la proposition de loi controversée d'Yaël Braun-Pivet, présidente de la Commission des lois, et votée cette semaine à l'Assemblée nationale. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, s'y était pourtant opposée. Les précisions de Marion Becker. Les détenus condamnés pour terrorisme devront désormais respecter des mesures de sûreté à la fin de leur peine. Ainsi, le juge d'application des peines pourra leur imposer différentes obligations jusqu'à 5 à 10 ans après leur sortie de prison, comme celle de pointer au commissariat de police ou à la gendarmerie jusqu'à 3 fois par semaine, ou encore le port d'un bracelet électronique. Cette disposition, supprimée en commission, a été réintégrée contre l'avis de la ministre. Moi, il me semble que ce bracelet ne constitue pas nécessairement une garantie supplémentaire. Ce n'est pas parce que vous portez un bracelet que pour autant vous ne pourrez pas commettre tel ou tel acte à tel ou tel moment. Il ne faut pas l'écarter parce que c'est un moyen supplémentaire de s'assurer de ces individus. Bien sûr que c'est un élément essentiel, même je dirais majeur, de protection. À gauche, les communistes et les insoumis ont exprimé leur opposition au texte. Ah, j'ai bien compris qu'il y avait la peur. J'ai bien compris que la peur était une boussole. Mais elle est souvent mauvaise conseillère. Elle est très souvent mauvaise conseillère. Donc, je souhaite que l'on puisse retourner un peu à la raison sur le sujet. Et quelles sont les dimensions raisonnables sur le sujet? C'est que oui, le temps de la détention n'a pas été mis à profit pour prévenir la récidive. La proposition de loi devrait permettre de suivre les 514 détenus pour faits de terrorisme à l'issue de leur peine, ainsi que les 760 détenus repérés comme susceptibles d'être radicalisés. Les députés espèrent ainsi limiter le risque de récidive et d'attentat. Laurent Saint-Martin, quel est votre avis sur le bracelet électronique? Vous êtes d'accord avec Yaël Braun-Pivet ou avec la ministre de la Justice, Nicole Belloubet? D'abord, il y a urgence à agir. Sur les 500 détenus pour fait de terrorisme, il y en a 43 qui vont sortir dans l'année. Donc on a un sujet. Et chacun comprendra bien que c'est un sujet à part et qu'il y a besoin de ce suivi. Après, il ne fallait pas créer une peine après la peine. Ce n'est pas cela, la justice française. Ce n'est pas le cas avec cette proposition de compromis qui a été faite par Yaël Braun-Pivet, qui permet effectivement d'avoir
de l'information, d'avoir un meilleur suivi, effectivement, pour que, au fur et à mesure, nous puissions laisser Mais ces même personnes Nicole Belloubet en dit que c'est liberté. attentatoire aux libertés, ce bracelet électronique. Je crois que sur des faits exceptionnels comme ceux de terrorisme, nous devons nous assurer, ceinture et bretelles, qu'il n'y ait pas de risque de récidive. Mais la garde des Sceaux, ce n'est pas efficace. Les Français ne comprendraient pas, ils auraient raison, qu'il puisse y avoir des possibilités de récidive après des actes de terrorisme. Donc, ce que propose Yael Braun-Pivet est intelligent. C'est-à-dire qu'après la peine, ce n'est plus la peine, mais il y a effectivement un suivi. Il y a une possibilité, si on accepte d'avoir ce bracelet-là, de ne pointer qu'une fois par semaine. Donc, c'est beaucoup moins une atteinte aux libertés individuelles que proposait le groupe des Républicains, mais c'est effectivement une solution de compromis qui me paraît bien trouvée. Merci, c'est le mot de la fin. Merci à vous. Tam Tranui, merci à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Parlement Hebdo.